Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet hyper important pour quiconque s'intéresse à l'immobilier en Israël, les ventes rapides. On va parler d'une histoire qui, sur le papier, semblait trop belle pour être vraie et qui, sans grande surprise, a fini tout droit au tribunal. Alors, imaginez un peu le scénario. Réaliser un bénéfice de 50% sur un appartement en seulement 4 petits mois et, cerise sur le gâteau, ne payer aucun impôt dessus. C'est le rêve absolu de tout investisseur, on est bien d'accord. Eh bien, c'est précisément la promesse qui se cache derrière cette affaire. En fait, ce rêve, il repose sur une règle fiscale assez connue en Israël. Le principe, c'est que la vente de sa résidence principale, unique, peut donner droit à une exonération d'impôt sur la plus-value. C'est une carotte fiscale, une incitation majeure pour les propriétaires. Sauf que, voilà, comme souvent, quand quelque chose a l'air trop parfait, l'administration fiscale commence à regarder les choses d'un peu plus près. Et c'est exactement là que l'histoire se corse et devient beaucoup, beaucoup plus complexe. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le cas qui a mis le feu aux poudres. L'affaire Liel Ayal contre le fisc israélien. C'est une histoire fascinante qui montre parfaitement où se situe la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, regardons les faits. Juste les faits. L'acheteuse, Liel Ayal, a tout juste 18 ans. Elle achète un appartement pour 1,2 million de shekels. Et à peine 4 mois plus tard, elle le revend pour 1,8 million. Son âge et la rapidité de la vente, ce sont les deux éléments qui ont tout de suite mis la puce à l'oreille des autorités. Le calcul est vite fait, hein. Un profit net de 600 000 shekels, c'est une somme énorme, surtout pour une opération qui a duré le temps d'un été. Et si on parle en pourcentage, c'est encore plus parlant. Un retour sur investissement de 50%, un chiffre tellement exceptionnel qu'il était quasi certain que ça allait attirer l'œil du fisc. Cette chronologie, elle nous montre que le dénouement a mis un temps fou à arriver. On parle de plus de 10 ans entre l'achat en 2013 et la décision finale de la Cour en 2024. Le vrai tournant, c'est en 2018. C'est là que le fisc décide que non, ce n'est pas une simple vente, et requalifie l'opération pour lancer la procédure. Bon, mais alors, quelle était la version de la famille ? D'après eux, c'était simple. Le père, qui est avocat en immobilier, a trouvé une super affaire. Il a donc conseillé à sa fille de 18 ans d'acheter ce bien pour s'y installer avec son petit ami. En apparence, c'est l'histoire classique d'un coup de pouce parental. La question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi vendre si vite ? La famille a expliqué qu'un conflit a éclaté. Le père aurait finalement refusé de se porter garant pour le prêt de sa fille, ce qui l'aurait obligé à vendre dans la précipitation. Ok, maintenant, passons de l'autre côté, du côté de la cour. Parce que, évidemment, les juges ne se sont pas contentés de cette version des faits. Ils ont mené une véritable enquête pour essayer de comprendre la nature réelle de cette transaction. Et pour y voir clair, la Cour a construit son raisonnement autour de 5 questions fondamentales. Chaque question, c'est une pièce du puzzle qui va nous amener petit à petit vers la conclusion finale des juges. Premier point, la plausibilité de l'histoire. Pour faire simple, la Cour a trouvé que l'explication du conflit familial ne tenait tout simplement pas la route. Un vrai changement de situation peut justifier une vente rapide, bien sûr, mais l'argument présenté ici, il n'a pas du tout convaincu. Là, ça devient vraiment intéressant, c'est l'analyse du profil de Liel Ayal. La Cour a relevé toute une série de choses qui clochent. À 18 ans, juste avant de partir à l'armée, son projet d'achat semblait un peu prématuré. Plus bizarre encore, elle n'a même pas visité le bien, son compagnon n'était au courant de rien, et après la vente, elle n'a pas cherché à se reloger. Ce n'est pas du tout le comportement de quelqu'un qui cherche sa résidence principale. Et maintenant, on arrive au point qui est peut-être le plus accablant de tous, le financement. L'appartement n'a pas été payé avec un prêt classique, mais avec l'argent de sa propre revente. C'est une technique typique, une signature même, des opérations de flipping immobilier. Et c'est complètement anormal pour un achat résidentiel personnel. Et enfin, il y a le rôle du père. La Cour a vraiment insisté sur son expertise énorme dans le domaine. Ce n'était pas juste un papa qui aide sa fille, c'était un professionnel aguerri, avocat spécialisé, ancien patron d'agence et même promoteur. Cette connaissance très pointue suggérait une opération bien plus calculée qu'un simple achat familial. Alors, avec tous ces éléments sur la table, la Cour était prête à rendre son verdict. Une décision qui allait complètement redéfinir la nature de cette vente et surtout ses conséquences fiscales. C'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, la famille Ayal, qui plaidait pour une plus-value en capital, le saint graal de l'investisseur, potentiellement sans impôt. De l'autre, la Cour, qui a statué qu'il s'agissait en fait d'un revenu commercial, taxé comme n'importe quel autre revenu. L'impact financier entre les deux est juste colossal. Alors, c'est quoi une transaction commerciale pour le fisc ? En fait, ce n'est pas un seul critère, mais un faisceau d'indices. La durée très courte, le profit très élevé, l'expertise du vendeur, le financement bizarre.
Quand tous ces éléments pointent dans la même direction, eh bien l'opération ressemble beaucoup plus à une activité d'entreprise qu'à la gestion d'un patrimoine personnel. La conclusion finale est donc sans appel. Le profit de 600 000 shekels a été considéré comme un revenu imposable. Point. Fait intéressant. La Cour a bien confirmé que la vendeuse était Liel Ayal, et pas son père. C'est donc à elle, à 18 ans, qu'est revenue la charge de payer l'impôt sur ce revenu. Mais au-delà de cette histoire un peu folle, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que ce cas d'école, il est vraiment riche en leçons pour n'importe quel investisseur qui songerait à faire une opération à court terme en Israël. En fait, on peut résumer toute l'affaire Ayal en 4 questions essentielles à avoir en tête. La durée de détention, la cohérence du projet, la nature du financement et son propre profil professionnel. Ce sont tous ces éléments qui seront passés au crible par l'administration fiscale. Au final, on voit bien que la frontière est parfois très très fine. Cette affaire est un rappel assez cinglant que l'intention réelle derrière une transaction, c'est ce qui compte le plus aux yeux de la loi. La question à se poser est donc simple. Est-ce que ce projet immobilier relève de la gestion de patrimoine ou est-ce qu'il s'apparente à une opération purement commerciale? Une question dont la réponse, comme on vient de le voir, peut valoir très très cher.